Le coup d'État dont parle Laurent Gbagbo est d'une autre nature, silencieux, juridique, chirurgical. Il ne se voit pas, il ne s'entend pas. Il se lit dans un communiqué de 2 pages signé par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Et pourtant, ses effets sont aussi brutaux, aussi définitifs que n'importe quel putsch militaire de l'histoire africaine. Revenons en arrière. Quelques semaines avant le scrutin, Laurent Gbagbo dépose sa candidature. L'homme est une légende vivante de la politique ivoirienne. Ancien président, il a passé des années derrière les barreaux de la Cour pénale internationale à La Haye, accusé de crimes contre l'humanité, avant d'être acquitté en 2019. Son retour en Côte d'Ivoire en 2021 avait été accueilli par des foules en délire. Des milliers de partisans dans les rues d'Abidjan, des cris, des larmes, une liesse populaire qui disait tout. Cet homme, pour une partie significative de la population ivoirienne, n'est pas seulement un politicien. Il est un symbole. Il est le résistant. Il est celui qui a refusé de plier. Et pourtant, sa candidature a été rejetée, éliminée, effacée d'un trait de plume par le Conseil constitutionnel. Pas de débat, pas d'audience publique, pas de procédure transparente qui aurait permis à ses avocats de plaider, à l'opinion publique de suivre, au peuple de comprendre. Une décision, froide, définitive. Et Tidjane Thiam avec lui. L'autre opposant crédible, l'autre voix susceptible de bousculer Alassane Ouattara, écarté de la même façon, dans le même mouvement. 2 hommes, 2 candidatures, 2 menaces neutralisées en une seule journée. Voilà ce qu'on appelle dans les chancelleries de France-Afrique une transition démocratique. Ce qui se passe ensuite est prévisible, et c'est précisément là que réside la tragédie. Gbagbo ne se tait pas. Gbagbo ne se soumet pas. Il sort du silence avec une déclaration qui fait l'effet d'une bombe dans le paysage politique ivoirien. Il parle de vol électoral. Il parle de coup d'État civil. Il exige, sans détour, sans diplomatie, la libération immédiate de ce qu'il appelle les prisonniers de conscience. 1600 hommes et femmes, incarcérés selon lui non pas pour des crimes, mais pour leurs convictions politiques, pour leur fidélité à une cause, pour avoir osé dire non au régime en place. 1600. Ce chiffre, il le répète. Il l'assène. Il en fait le symbole de tout ce qui cloche dans ce pays qui se dit démocratique. Et ses militants l'écoutent. Ils descendent dans la rue. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, dans les villes de province, la colère qui couvait depuis des mois commence à se cristalliser. Les manifestations se multiplient. Et avec elles, la répression. Des locaux de la commission électorale sont incendiés. À Yamoussoukro, la ville au basilic, la capitale politique du pays, des affrontements éclatent. À Da, à Bonoua, des scènes de violence que personne ne voulait voir, mais que beaucoup avaient anticipées. Le bilan est lourd. 4 morts, dont un gendarme. Plus de 700 personnes arrêtées. Les manifestations sont interdites. Le pays retient son souffle. Et pendant ce temps, à 2 jours du premier tour, les 5 candidats autorisés à concourir tiennent leur dernier meeting. 5 candidats sur le papier, mais dans les faits, tout le monde sait que l'élection est jouée d'avance. Alassane Ouattara est le favori. Il brigue un 4e mandat. Un 4e. Dans n'importe quelle démocratie consolidée, ce seul chiffre suffirait à déclencher un débat constitutionnel majeur. Ici, il passe presque comme une formalité. Parce que les voix qui auraient pu s'y opposer avec force ont été réduites au silence, écartées, neutralisées par les mêmes institutions censées garantir la compétition équitable. La commission électorale, elle, s'agite. Elle a même prolongé de 48 heures la distribution des cartes d'électeurs, comme si ce geste technique pouvait masquer le vide politique béant au cœur de ce scrutin. Selon les informations disponibles, à peine plus de la moitié de ces cartes ont été retirées. Ce taux de retrait raconte quelque chose. Il raconte la désaffection. Il raconte la méfiance.
Il raconte cette question que des milliers d'Ivoiriens se posent en silence dans leur maison, dans leur quartier, dans leur cœur. À quoi bon aller voter quand le résultat semble écrit à l'avance? À quoi bon se déplacer jusqu'au bureau de vote quand les candidats qui auraient pu changer la donne ont été sortis de la course avant même qu'elle commence? Il y a aussi la peur, concrète, physique. La peur de se retrouver dans la rue le jour du vote et de croiser des violences. La peur que le samedi du scrutin ressemble aux journées qui l'ont précédé, avec ses morts, ses arrestations, ses incendies. Cette peur-là, elle n'est pas irrationnelle. Elle est le produit direct de ce qui s'est passé ces derniers jours. Et elle est, elle aussi, une forme de coup d'État. Le coup d'État contre la participation citoyenne, contre le droit fondamental de chaque Ivoirien à peser, librement et en sécurité, sur le destin de son pays. Gbagbo, lui, l'a compris mieux que personne. C'est pour cela qu'il continue à parler. C'est pour cela qu'il appelle ses militants à la discipline, pas à la violence, à la discipline et au travail. Travail pour la libération des prisonniers. Travail pour le changement du régime. Il sait que le vrai rapport de force ne se joue pas le jour du vote. Il se joue dans la durée, dans la mobilisation, dans la mémoire collective d'un peuple qui n'a pas oublié. Et ce peuple, ce soir, est debout, en colère, en deuil, et toujours debout. Voilà ce qu'est un coup d'État en col blanc. Pas de sang sur les mains des juristes, pas de poudre sur les uniformes des juges constitutionnels. Juste une décision, propre et nette, qui efface en quelques heures ce que des années de lutte politique avaient construit. Et derrière cette décision, une question que personne à Abidjan n'ose encore poser à voix haute, mais que tout le monde murmure. Qui, vraiment, gouverne la Côte d'Ivoire ce soir? Il y a des coups d'État que l'histoire retient. Ceux dont on se souvient parce qu'ils ont un visage, une date, un nom. Le général qui s'empare du micro à la radio nationale. Le président renversé dans la nuit. Les chars qui roulent au petit matin sur les avenues de la capitale. Ces coups d'État-là, on les enseigne dans les livres d'histoire. On les commémore. On les condamne, parfois. Mais il existe une autre catégorie de coups d'État. Ceux qui n'ont pas de date anniversaire. Ceux dont personne ne signe la déclaration. Ceux qui ne font pas la une des journaux parce qu'ils constituent précisément le fond de l'air que tout le monde respire sans s'en apercevoir. Ce coup d'État-là a un nom. On l'appelle la France-Afrique. Et il dure depuis plus de 60 ans. Revenons aux origines. Nous sommes dans les années 60. Le vent de l'indépendance souffle sur le continent africain. Un à un, les pays se libèrent officiellement du joug colonial. Les drapeaux changent, les hymnes changent, les constitutions sont rédigées, les présidents élus, les nations proclamées souveraines. C'est un moment d'espoir immense, un moment de dignité retrouvée. Mais derrière les cérémonies d'indépendance, derrière les discours solennels et les poignées de main diplomatiques, une réalité beaucoup plus sombre se met en place, discrètement, méthodiquement, avec la précision d'une opération chirurgicale planifiée depuis longtemps. Les anciennes puissances coloniales, la France en tête, ne lâchent pas l'Afrique. Elles ne peuvent pas se le permettre. Les économies africaines sont trop précieuses, les matières premières trop abondantes. Le cacao ivoirien, qui représente à lui seul plus de 40% de la production mondiale. Le pétrole, l'or, le manganèse, l'uranium. Des ressources colossales, concentrées dans des pays qui n'ont ni les moyens techniques, ni les infrastructures financières pour les exploiter seuls. Du moins, c'est le récit que l'on impose à ces nations nouvellement indépendantes. Un récit pratique, un récit qui justifie tout. Alors les contrats sont signés, des contrats léonins, déséquilibrés, où les compagnies françaises et européennes obtiennent des droits d'exploitation à des conditions que nul investisseur sérieux n'accepterait dans son propre pays. Des concessions minières qui courent sur des décennies. Des contrats d'infrastructure qui confient la gestion des ports, des routes,
des réseaux de télécommunications à des groupes étrangers. Des accords monétaires qui enchaînent une quinzaine de pays africains à une monnaie, le franc CFA, dont le taux de change est fixé à Paris, dont les réserves sont déposées au Trésor français et dont la politique est décidée non pas par les gouvernements africains concernés, mais par la Banque de France. Ce n'est pas de la coopération, c'est de la tutelle. C'est la continuation de la colonisation par d'autres moyens, des moyens légaux, des moyens invisibles, des moyens que l'on peut défendre à la tribune de l'ONU sans rougir. Et pour que ce système fonctionne, il faut des relais locaux. Il faut des hommes au pouvoir qui comprennent les règles du jeu. Des présidents qui signent les contrats sans poser trop de questions. Des dirigeants qui maintiennent la stabilité, la fameuse stabilité, en échange de quoi on ferme les yeux sur leurs dérives autoritaires, sur la corruption, sur les violations des droits humains. C'est un pacte tacite, jamais écrit, jamais officialisé, mais parfaitement compris par toutes les parties. La France protège ses amis africains. Ses amis africains protègent les intérêts français. Et le peuple ivoirien, le peuple malien, le peuple gabonais, le peuple centrafricain, paye la facture. C'est dans ce contexte précis qu'il faut comprendre la trajectoire de Laurent Gbagbo. Gbagbo n'est pas un homme ordinaire de la politique africaine. Ce n'est pas un président qui a joué le jeu, signé les contrats, souri aux photographes lors des sommets franco-africains et encaissé ses dividendes. Gbagbo est ce qu'on appelle, dans le langage de la géopolitique africaine, un perturbateur. Un homme qui a osé remettre en question les règles du jeu. Un homme qui a parlé de souveraineté économique à une époque où ce mot sonnait encore comme une provocation dans les chancelleries occidentales. Un homme qui a évoqué la renégociation des contrats miniers et pétroliers, la remise en cause des accords de défense hérités de la période coloniale, la nécessité pour l'Afrique de reprendre le contrôle de ses propres ressources. Et c'est précisément pour cela, qu'il dérange. Pas parce qu'il serait violent, pas parce qu'il serait incompétent, pas parce qu'il représenterait une menace pour la démocratie ivoirienne, mais parce qu'il représente une menace pour l'ordre établi. Un ordre dans lequel l'Afrique produit et l'Europe consomme. Un ordre dans lequel des millions de paysans ivoiriens cultivent le cacao, le meilleur cacao du monde, et touchent quelques centimes du prix final du chocolat vendu dans les boutiques de Genève, de Paris ou de Bruxelles. Un ordre dans lequel la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, mais ne possède pas une seule grande usine de transformation sur son sol. Un ordre dans lequel la richesse part, toujours, inexorablement, vers d'autres latitudes. Panafricanisme. Le mot revient dans les discours de Gbagbo et de ceux qui le soutiennent. C'est un vieux mot, un mot chargé d'histoire, l'histoire de Nkrumah, de Lumumba, de Thomas Sankara. Des hommes qui ont rêvé d'une Afrique unie, souveraine, maîtresse de son destin. Des hommes dont la plupart ont été renversés, emprisonnés, assassinés. La liste est longue, elle est douloureuse, et elle n'est pas anodine. Elle dit quelque chose sur le prix que l'on paie, en Afrique, lorsqu'on ose parler de liberté réelle. Pas la liberté des discours officiels, mais la liberté économique. La liberté de décider à qui on vend ses ressources. La liberté de choisir ses partenaires sans demander la permission à d'anciennes puissances coloniales. Alors quand Gbagbo est écarté de l'élection présidentielle ivoirienne, quand sa candidature est rejetée par un conseil constitutionnel dont l'indépendance est sujette à caution, il ne faut pas chercher trop loin l'explication. Elle est là. Elle a toujours été là. Le système se défend. Il se défend comme il l'a toujours fait, non pas avec des chars, mais avec des institutions. Non pas avec des assassinats, mais avec des procédures. Non pas avec de la violence ouverte, mais avec cette violence froide, administrative, presque banale, qui consiste à rayer d'un trait de plume
le nom d'un homme du registre des candidats autorisés à briguer le pouvoir. Et ce faisant, il envoie un message à toute l'Afrique. Un message clair, brutal, sans équivoque. Voilà ce qui arrive à ceux qui parlent de rupture. Voilà ce qui arrive à ceux qui remettent en question le système. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent imaginer une Afrique différente. Une Afrique où les richesses profiteraient d'abord aux Africains. Le message n'est pas seulement adressé à Gbagbo. Il est adressé à tous ceux qui, sur ce continent immense et meurtri, pourraient être tentés de marcher sur ses pas. Mais quelque chose a changé. Quelque chose d'imperceptible, de souterrain, de puissant comme une rivière qui gonfle sous la surface avant de tout emporter. Les peuples africains ont changé. Les jeunes générations, celles qui sont nées après les indépendances, celles qui ont grandi avec Internet, avec les réseaux sociaux, avec l'accès à une information que leurs parents n'avaient pas, ces générations ne regardent plus le monde avec les mêmes yeux. Elles voient les chiffres. Elles comparent. Elles savent ce que vaut le cacao ivoirien sur les marchés mondiaux. Elles savent ce que leurs ressources rapportent et à qui elles rapportent. Et cette conscience nouvelle, cette lucidité nouvelle, est peut-être la chose qui inquiète le plus les gardiens de l'ancien ordre. Parce qu'un peuple qui sait, vraiment sait, ce qu'on lui a volé, ce n'est plus un peuple qu'on peut gouverner comme avant. Ce n'est plus un peuple qu'on peut satisfaire avec des discours sur la stabilité et la croissance. C'est un peuple qui demande des comptes. Un peuple qui veut des leaders à sa hauteur, libres, courageux, engagés. Pas des gérants de la dépossession. Pas des sous-traitants de la France-Afrique. Des souverains. Ce soir, à Abidjan, à 2 jours d'une élection dont beaucoup doutent déjà de la légitimité, ce mot résonne plus fort que jamais. Souveraineté. Il résonne dans les rues. En 2010, la Côte d'Ivoire se retrouve au bord du gouffre. L'élection présidentielle oppose Laurent Gbagbo à Alassane Dramane Ouattara. 2 visions du pays, 2 récits, 2 légitimités proclamées. La commission électorale annonce la victoire d'Ouattara. Le Conseil constitutionnel invalide une partie des résultats et proclame Gbagbo vainqueur. 2 présidents, 2 investitures, un seul État. La communauté internationale reconnaît Ouattara. L'ONU s'implique. La France intervient militairement aux côtés des forces favorables à Ouattara. Les affrontements éclatent. Abidjan devient le théâtre d'une bataille dont les civils paient le prix le plus lourd. Des milliers de morts. Un pays fracturé. Pour les partisans de Gbagbo, ce qui s'est produit en 2011 ressemble à une dépossession du pouvoir par la force, avec l'appui extérieur. Pour les partisans d'Ouattara, il s'agit de l'aboutissement du verdict des urnes, empêché par un refus de reconnaître la défaite. 2 lectures irréconciliables d'un même événement, 2 mémoires qui coexistent encore aujourd'hui sans se rejoindre. Mais au-delà des camps, une question demeure. Dans quelle mesure les acteurs extérieurs ont-ils pesé sur l'issue de cette crise ? Lorsque des forces étrangères interviennent dans une bataille interne, même au nom de la légalité internationale, le soupçon s'installe. Le soupçon d'ingérence, le soupçon d'intérêt stratégique, le soupçon que la souveraineté ivoirienne n'est jamais totalement laissée entre les seules mains des Ivoiriens. Ce soupçon nourrit la défiance. Il nourrit les discours panafricanistes. Il nourrit l'idée que, quel que soit le vainqueur, les équilibres profonds restent intacts. Les bases militaires restent, les accords économiques demeurent,